Ici Charles Tisser. Bienvenue à Découverte. Ce soir, à Découverte, Voyager 1. Après avoir exploré les planètes lointaines, Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus, la sonde vogue maintenant dans l'espace interstellaire, à plus de 18 milliards de kilomètres de la Terre. Le fabuleux récit de sa mission historique. La NASA a annoncé récemment que la sonde Voyager 1 a quitté notre système solaire. C'est la première fois qu'un objet fabriqué par les humains franchit cette frontière. Lancé en 1977, Voyager se trouve maintenant dans l'espace interstellaire, à plus de 18 milliards de kilomètres de la Terre. En plus d'accomplir sa mission d'exploration, la sonde est porteuse d'un message émouvant de l'humanité. Voici l'histoire de notre émissaire, en route vers les étoiles. On est en 1977 et Fleetwood Mac vient de lancer Rumors. Le monde semble différent. Jimmy Carter est le nouveau président des États-Unis et Elvis vient de mourir. La société Apple vient tout juste de voir le jour. Et la dernière mission lunaire Apollo a eu lieu il y a quelques années. Le public raffole de films comme La Guerre des Étoiles et Rencontre du troisième type. Et cette conjugaison de percées technologiques et de science-fiction facilite un projet étonnant. En août 1977, la NASA entreprend l'une des plus grandes aventures de l'histoire des vols spatiaux. Deux sondes spatiales sans équipage vont tenter un exploit sorti tout droit d'un roman d'Arthur C. Clarke. Leur mission, explorer les planètes lointaines du système solaire. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La première rencontre avec Jupiter aura lieu dans 2 ans, à 800 millions de kilomètres. Les deux vaisseaux spatiaux ont entrepris leur périple épique. Mais le récit de la mission Voyager commence 20 ans plus tôt. Le premier objet qu'on ait placé en orbite a été le Sputnik 1. À partir de ce moment, les scientifiques ont voulu s'éloigner de plus en plus de la Terre afin d'explorer les limites de notre système solaire. Mais aucun vaisseau spatial ne pouvait aller au-delà de Mars. Et juste se rendre là était tout un défi. Mais en 1961, ici, en Californie, un homme pense savoir comment se rendre aux planètes plus lointaines. C'est un bachelier en mathématiques, un homme brillant. Il s'appelle Michael Minovich. Mon père m'a enseigné l'arithmétique quand j'étais en 4e ou 5e année. J'ai alors appris le langage, le secret de la science. Et le secret de la science, c'est la mathématique. Michael Minovich n'a que 25 ans et il est étudiant au doctorat à l'Université de la Californie à Los Angeles lorsqu'il s'attaque au problème le plus ardu de l'exploration spatiale. Ce casse-tête déconcerte les plus grands mathématiciens du monde depuis des siècles. C'est ce qu'on appelle le problème des 3 corps. Premier corps, deuxième corps et troisième corps. Et il s'agit de calculer la trajectoire extrêmement complexe d'un petit objet, comme un vaisseau spatial, dans le système solaire, alors que son parcours est constamment dévié par l'attraction gravitationnelle d'objets beaucoup plus massifs, à savoir le Soleil et une planète. Le problème des 3 corps échappe à la science. On ne peut pas prévoir la déviation précise de la trajectoire d'un vaisseau spatial près d'une planète, jusqu'à ce que le jeune Minovich s'y attaque.
On considérait que c'était impossible avant que je m'y intéresse en 1961. J'avais la chance d'être à une université qui possédait un ordinateur 7090. Ça a été la clé. L'ordinateur IBM de pointe de l'Université de la Californie à Los Angeles est alors le plus rapide qui soit, et Michael Minovich l'exploite. Il y calcule d'abord des milliers de directions et de vitesses possibles, dans l'espoir de trouver la solution. L'entreprise est hasardeuse pour le jeune étudiant et pour l'université. L'utilisation du 7090 coûtait 1 000 $ de l'heure à l'université. Elle y consacrait donc une somme énorme par conviction. Et quelle était cette conviction fantastique? Qu'une personne qui n'avait pas encore de doctorat résolve le problème qui a nargué tous les grands mathématiciens de l'histoire. Je sentais la pression et je me disais, comment est-ce que je pourrais me le pardonner vu ce cadeau, en sachant qu'il y a une très forte possibilité que mes trajectoires ne soient pas exactes. Michael Minovich consulte ceux qui possèdent alors les données les plus précises sur le système solaire, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena. Ils vont déterminer s'il a résolu le problème des trois corps ou s'il a gaspillé l'argent de l'université. Ils ont effectué les tests avec 4 ou 5 trajectoires différentes, diverses rencontres, et ils ont trouvé que chaque fois, la solution était exacte. C'est un grand moment de la mathématique. En résolvant le problème des trois corps, Minovich a découvert un moyen d'exploiter la gravité pour propulser un vaisseau spatial plus loin et plus vite qu'on ne l'a jamais fait. Minovich a compris qu'à l'approche d'une planète, un vaisseau spatial est attiré par la gravité. Or, la planète tourne autour du Soleil à des dizaines de milliers de kilomètres à l'heure. S'il ne s'y écrase pas, il peut capter une partie de cette énergie. Et alors, il sera catapulté à plus grande vitesse, plus loin dans le système solaire. Avec sa nouvelle technique de la fronde, Minovich ouvre la voie vers les planètes éloignées, en théorie du moins. Il établit des centaines de missions planétaires possibles qu'il dessine avec soin dans ses carnets. Le concept que j'ai inventé, je peux vous en montrer l'imprimé. Vous verrez ici qu'il n'y avait pas de limite. Je pouvais avoir une séquence ininterrompue de 100 planètes. D'une planète à l'autre, après le lancement depuis la Terre, on arrive à Jupiter. Jupiter nous fait faire un grand bond qui nous propulse à Saturne. Puis, Saturne étant une très grosse planète, elle vous catapulte vers Pluton. Ce concept permettait l'exploration de tout le système solaire à partir d'un lanceur spatial unique, une seule fois, sans aucune propulsion par fusée. Mais dans ces centaines de trajectoires de vol théoriques, il y en a une très spéciale dont on ne voit pas encore l'importance. En 1965, un autre étudiant est engagé par la NASA afin de faire les calculs des missions possibles vers les planètes éloignées. Il s'appelle Gary Flandreau. La première chose à faire, c'est évidemment de déterminer le moment où les planètes seront là, où on pourra les atteindre. J'ai donc dessiné des cartes très précises de l'emplacement des planètes. L'une des cartes les plus importantes montrait la position des planètes en fonction de la date. Mon attention a aussitôt été attirée par le fait que les lignes de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se croisaient toutes vers 1975-76. Autrement dit, ces 4 grandes planètes se retrouvaient toutes du même côté du Soleil, dans la même position générale et au même moment. Ça m'a aussitôt permis d'entrevoir qu'on pouvait atteindre toutes ces planètes lors du même vol. Ce créneau étroit de catapultage direct d'une planète à la suivante ne va se représenter que dans 176 ans. Il ne faut pas rater une si belle occasion.
C'est ainsi que naît l'idée du Grand Tour, la mission spatiale la plus ambitieuse de l'époque. On va envoyer 2 sondes identiques vers les 4 planètes les plus éloignées du système solaire, lors d'un vol relativement court. On devrait recevoir des images spectaculaires de ces mondes distants, de ces planètes qui paraissent floues au télescope. Il faudra 2 années pour parcourir les 800 millions de kilomètres jusqu'à Jupiter, puis 2 autres années jusqu'à Saturne, 5 autres jusqu'à Uranus, et finalement 3 années pour parvenir à Neptune. Après la pause, une découverte sensationnelle. Pour effectuer le grand tour du système solaire, les sondes Voyager devront fonctionner durant au moins 12 ans, et non quelques mois comme les vaisseaux de l'époque. C'est le plus grand défi de la NASA. Elle le confie à l'ingénieur John Casani. Le problème, c'était le temps. Il faut du temps pour parcourir ces distances. On va loin et ça prend du temps. Peut-on faire en sorte que toutes ces machines fonctionnent sans intervention humaine ou sans ajustement? À l'époque, c'était époustouflant d'envisager de construire un vaisseau spatial qui survive aux défaillances et qui poursuive sa mission. Il s'ensuit 5 années de tests et de design, durant lesquels les ingénieurs de la NASA tentent de construire un vaisseau spatial apte à ce travail. Et ils doivent y parvenir avant 1977, car le créneau de lancement de ce grand tour va alors se refermer pour au moins 176 ans. Ce qui faisait peur, c'est que ça se fondait en grande partie sur plusieurs technologies nouvelles. C'était un bond technologique. Nous pensions y parvenir, mais personne d'autre n'y croyait. Ils ont résolu les calculs. Ils sont confiants de mettre la technologie au point. Mais il leur faut autre chose, de l'argent. La NASA n'a pas encore de budget pour aller au-delà de Saturne. Pour obtenir ces fonds, il faudra rappeler souvent ses réussites au public et au Congrès. Le projet Voyager a besoin d'un porte-parole capable de faire vivre à tous les Américains cette saga d'exploration céleste. La NASA fait appel à un jeune membre de l'équipe Voyager qui a aussi un talent de conteur. Il s'appelle Carl Sagan. Ne serait-ce pas merveilleux d'entrer en contact avec une autre civilisation qui a évolué de manière indépendante? Conscient du fait que les sondes Voyager vont s'éloigner de nous à jamais, Carl Sagan fait une suggestion extraordinaire. On va placer un message de la Terre à bord de chacune des sondes. L'idée a de quoi séduire l'imaginaire de la population. Chacune des sondes emporte un message assez élaboré qui prend la forme d'un disque phonographique et des directives pour le faire jouer. C'est un disque de cuivre plaqué or, des enregistrements et des salutations des habitants de cette planète destinés à ceux d'une autre. Bonjour tout le monde. Konnichiwa. O genki desu ka? Здравствуйте. Приветствую вас. Chaque disque contient un mélange de sons et d'images, et surtout de la musique, de Chuck Berry aux cornemuses de l'Azerbaïdjan, en passant par Johann Sebastian Bach. Sagan affirme qu'un jour, quelque part, une autre civilisation pourrait trouver une sonde Voyager. Le disque lui apprendrait quel genre d'être l'a envoyé. Que vont-ils savoir de nous, de ce que nous sommes vraiment? Pour communiquer cela, la musique exprime les sentiments des humains, leurs désirs, leurs passions, leurs espoirs. D'une certaine manière, tous les artistes et les compositeurs de ce disque vont vivre à jamais. Après avoir stimulé l'imagination du public, le Grand Tour prend son envol en emportant ses disques d'or. Mais personne ne peut savoir si la mission va donner des résultats tant que les sondes Voyager n'atteindront pas leur première planète. Et ce sera dans 2 longues années. Avril 1979,
2 ans après le lancement, le Centre de contrôle de mission guide les sondes Voyager vers leur premier rendez-vous. Il s'agit de la plus grande planète de notre système solaire, Jupiter. Avant Voyager, les images les plus nettes que les astronomes aient vues de Jupiter et de ses lunes étaient des photos floues. Les sondes Voyager vont changer tout cela. Je suis un scientifique spécialiste de l'atmosphère. On savait qu'il y avait des tempêtes de 300 ans, la Grande Tache Rouge, que bien des gens avaient observé de la Terre. Et j'ai été très surpris quand on a vu de plus près que l'atmosphère tourbillonnait et qu'elle était turbulente. Ça a rendu cette tempête de 300 ans encore plus mystérieuse. Comment pouvait-elle continuer au milieu de toute cette turbulence? Outre sa météo extrême, Jupiter possède un champ magnétique immense, 10 000 fois plus intense que celui de la Terre. Et cela constitue un problème pour les sondes Voyager, car ce magnétisme produit des ceintures de radiation mortelle qui peuvent brouiller les ordinateurs de tout vaisseau spatial qui s'en approche trop. Or, c'est précisément ce qu'on doit faire. L'équipe veut envoyer Voyager 1 explorer Io, l'une des 4 grandes lunes de Jupiter et la plus proche de la planète. Le vaisseau spatial avait été conçu pour encaisser une certaine dose totale de radiation et il allait recevoir plus de la moitié de cette dose quand on survolerait Io. En s'approchant, Voyager 1 envoie les enregistrements des signaux radio produits par la radiation. Ce sont les sons réels de l'assaut. Au JPL, l'équipe du Voyager se demande si la sonde peut encaisser un tel assaut et si le jeu en vaut la chandelle. L'ingénieure en navigation de Voyager, Linda Hyder, est la première à le savoir. Je suis entrée vers 9 h ce matin-là dans la salle de navigation et le ruban des mesures que la sonde avait prises la veille était sur mon bureau. Je les ai entrées dans le système informatique et elles se sont affichées. Je pouvais voir Io, la lune Io, qui formait un croissant très semblable à ceux de notre propre lune dans le ciel nocturne. J'ai accru la luminosité et à côté d'Io, j'ai vu apparaître un objet énorme qui a retenu mon attention. On aurait dit une autre lune, juste derrière Io. Mais il n'y a pas d'autre lune. Et la caméra n'est pas en cause. Linda Hyder en conclut que cet objet doit faire partie d'Io. En fait, c'était très difficile à accepter, car cet objet était énorme. Quand je l'ai examiné, j'ai compris qu'il tombait, par coïncidence, en plein dans le creux d'une dépression en forme de cœur à la surface d'Io. J'avais découvert l'immense panache d'une éruption volcanique projetée à 270 km de la surface d'Io qui retombait sur elle. J'avais donc découvert la première éruption volcanique jamais observée sur un autre monde que la Terre. Le fait d'avoir couru le risque d'une exposition à de telles radiations porte ses fruits. Voyager 1 révèle qu'Io, la plus rapprochée des grandes lunes de Jupiter, est plus active que la Terre sur le plan géologique. La gravité énorme de Jupiter étire et comprime la Lune, dont le cœur s'échauffe et l'intérieur reste en fusion. Délaissant Jupiter, les 2 sondes Voyager filent vers la périphérie de l'espace interplanétaire. Elles vont mettre 2 ans à atteindre la destination suivante de leur grand tour, la planète Saturne, près d'1,6 milliard de kilomètres plus loin.
Après la pause, les anneaux de Saturne. « 1981. 2 ans après avoir vu les images étonnantes de Jupiter, le public fait la queue pour voir les premières images claires de la planète aux anneaux mystérieux, Saturne. L'équipe de Voyager a préparé méticuleusement ce survol, car on ne dispose que d'un tout petit créneau. Chacune des 2 sondes va passer si vite et si près qu'on n'a presque pas de temps pour recueillir des données. Les survols les plus rapprochés ne durent que quelques heures. L'activité lors du passage le plus rapproché se déroule dans un laps d'une 12aine d'heures. En particulier, l'équipe doit déterminer dans quelle direction pointer les caméras. La plateforme d'observation qui comprend les caméras et les spectromètres, est-ce que je la pointe vers la Lune? Et vers quelle Lune? Ou vers la planète? Et comment vais-je l'orienter? Il a fallu en discuter avec les collègues. Mais ce sont les anneaux de Saturne qui ont la vedette. Quand j'ai commencé mes travaux vers 1964, j'avais suggéré que lors de cette mission, on fasse passer la sonde entre la planète et les anneaux. Heureusement qu'on ne l'a pas fait, car à l'approche de Saturne, il y avait d'autres anneaux dans la région où la sonde serait passée. Il est certain que ce vaisseau spatial n'aurait pas survécu à un survol dans cet interstice. L'équipe de traitement des images peut à peine traiter toutes les données. Je me souviens que ce n'était pas très stressant, mais que c'était chaotique, mouvementé et emballant. Pendant ces quelques jours de survol, il fallait suivre le flot de données qui entraient. Finalement, personne n'a fermé l'œil, car on était submergé d'éléments nouveaux. Voyager révèle d'étranges éléments appelés spokes, des marbrures de particules de poussière qui surplombent légèrement les anneaux. En étudiant les images intermittentes des marbrures, l'équipe de la mission Voyager découvre qu'elles fluctuent selon le champ magnétique de Saturne, qui tourne avec la planète. Quatre ans après leur lancement, les sondes Voyager sont une grande réussite. Mais le planificateur de la mission va maintenant prendre son plus grand pari. Ici, près de Saturne, les 2 sondes jumelles vont se séparer. Voyager 1 va filer vers Titan, la plus grande lune de Saturne. C'est une cible fascinante. Il était clair que d'après sa composition, l'atmosphère de Titan est analogue à celle de la Terre. Ça a été une surprise, car personne ne s'attendait à ce qu'on trouve une planète analogue à la Terre au voisinage de Saturne. Avec son atmosphère de densité similaire à celle de la Terre, on croit même que Titan pourrait héberger une vie primitive. Mais la manœuvre est très coûteuse. Pour survoler Titan, Voyager 1 doit abandonner son grand tour. Pour visiter cette lune intrigante, la sonde doit suivre une autre trajectoire, inclinée par rapport au plan du système solaire. Après Titan, il n'y aura plus de survol planétaire pour Voyager 1. Finalement, le survol de Titan déçoit. Les caméras de Voyager 1 ne peuvent pas percer l'atmosphère de Titan afin de fournir des indices sur les possibilités de vie. Titan constitue le premier revers majeur de l'équipe de la mission Voyager. Voyager 1 a donc été sacrifié pour bien peu de choses et il s'éloigne maintenant du système solaire. La suite du Grand Tour va donc dépendre d'un seul vaisseau spatial, Voyager 2. Maintenant seul, il se dirige vers les planètes les plus lointaines du système solaire.
Mais lorsque la sonde quitte Saturne, l'équipe encaisse un autre revers. La plateforme des caméras de Voyager 2 se coince. Si on ne peut plus orienter les caméras, on n'aura que très peu d'images des planètes lointaines. C'est un désastre potentiel. Et l'équipe se démène afin d'en préciser la cause. En ce qui concerne la plateforme d'observation coincée, on a pensé à la présence d'un débris, ce qui est peu probable. On est si minutieux quand on assemble ces machines. Ensuite, on a pensé au lubrifiant et à la manière dont il se répartit. Mais comment répare-t-on un vaisseau spatial qui se trouve à plus d'1,5 milliard de kilomètres? On a décidé de l'actionner très doucement, en faisant bouger les engrenages dans un sens puis dans l'autre, à cet endroit. On a vu que ça s'améliorait et on s'est dit, bon, ça y est, on peut régler ça. Mais sans une cible vers laquelle pointer les caméras, ils ne peuvent vérifier si la réparation a réussi. Ils ne le sauront que lorsque Voyager 2 parviendra à la destination suivante, Uranus. Même à la vitesse de 80 000 km/h, cette rencontre n'aura lieu que dans 5 ans. Une demi-décennie d'incertitude et d'appréhension. Il y a quelques minutes, Voyager 2 a franchi son point le plus rapproché d'Uranus. Même si elle a réparé la plateforme d'observation, l'équipe de la mission sait que, vu la faible luminosité du Soleil, les caméras auront de la difficulté. Voyager avait été conçue pour fonctionner à 1,5 milliard de kilomètres près de Saturne et elle était maintenant à 3 milliards de kilomètres où le Soleil était très faible. Il fallait donc allonger les temps d'exposition de la caméra, mais la sonde se déplaçait rapidement. Si l'exposition était trop longue, il y aurait des traînées dans l'image. On a dû apprendre comment programmer la sonde afin qu'elle pivote de manière à annuler le mouvement du vaisseau spatial. Ils ont essentiellement dû reprogrammer le cerveau du vaisseau spatial. Ce n'était pas un gros cerveau, d'après les normes actuelles, mais ils ont dû le reprogrammer et ça a été une réussite remarquable. Quand les premières images d'Uranus parviennent à la Terre, il est clair que le talent des ingénieurs porte ses fruits. Mais les images extraordinairement claires de cette planète lointaine, à plus de 3 milliards de kilomètres de la Terre, révèlent bien peu de choses. L'équipe va-t-elle en apprendre davantage sur Neptune, la dernière grande planète du système solaire, ce monde mystérieux qui a résisté aux plus puissants télescopes? Pour rester sur sa trajectoire, Voyager 2 doit frôler le pôle nord de Neptune. Mais cela provoque d'autres problèmes. Vu la vitesse accrue et l'angle d'approche, le créneau dont Voyager 2 va disposer sera le plus court de tous jusqu'ici. Neptune a représenté notre plus grand défi. On a dû déterminer à la seconde près le moment où on allait survoler le pôle nord de Neptune. C'était un défi majeur sur le plan de la navigation, car jamais auparavant on avait dû atteindre une telle précision. Ça devait fonctionner du premier coup, car on n'aurait pas de deuxième chance. Non seulement l'équipe devait-elle positionner un vaisseau spatial à la seconde près, au terme d'un parcours de 12 ans, mais sa réussite scientifique dépendait de sa capacité à prévoir la météo sur une planète située à 5 milliards de kilomètres de la Terre. Il fallait prévoir la météo et orienter les caméras 2 semaines à l'avance vers les éléments intéressants à filmer. Et on a dit, eh bien, il se déplace. Il y a des tempêtes dans l'atmosphère de Neptune. C'était en août 1989. Il y avait un gros ouragan au large de la Floride. Et les météorologues disaient,
Dans 12 heures, on pense que la tempête va tourner vers la droite ou vers la gauche, mais on ne peut en être certain. Et entre-temps, on émettait avec assurance des précisions météo pour Neptune 2 semaines à l'avance et on disait aux ingénieurs, bon, dans 2 semaines, pointez votre caméra là, car il va y avoir une tempête. Et on a vu juste. Ça a été magnifique. Après la pause, une photo historique. Après un vol de 12 ans et des décennies d'attente, Neptune, la grande planète bleue, surgit dans les lentilles de Voyager 2. Le 25 août 1989, Voyager 2 passe à moins de 5000 km du pôle nord de Neptune. La sonde a survécu au périple de 5 milliards de kilomètres à la limite du système solaire. La dernière rencontre planétaire, j'ai pu la voir ici, au JPL, avec mon fils cadet. On était fascinés de voir les images de Neptune qui se formaient. Soudain, des choses que personne n'avait imaginées étaient là. On était devant une planète débordante de vie qui possédait sa propre grande tache, constituée cette fois de nuages qui flottaient dans l'atmosphère. Tout cela se déroulait sous nos yeux. Quelle merveilleuse surprise! Neptune a été une grande surprise pour moi. Il y avait quelque chose d'étrange et de mystérieux à propos de Neptune, car c'est la dernière planète, la sentinelle de la périphérie de notre système solaire. Elle ressemble à la Terre, avec sa superbe teinte d'un bleu intense et ses nuages blancs qui flottent dans l'atmosphère. Voyager 2 a survécu jusqu'à la limite du système solaire. Elle nous a révélé non seulement les planètes elles-mêmes, mais des systèmes complets d'anneaux et de lunes, différents de tout ce qu'on avait imaginé. Suzanne Dodd a capté l'image finale du vol. L'une des images que j'ai captées et auxquelles j'ai travaillé a été prise lorsque la sonde s'éloigne. On voit Neptune, le croissant de Neptune, puis le croissant de Triton, la lune de Neptune en arrière-plan, vue depuis le vaisseau spatial qui sort du système solaire. On se dit que c'est la dernière image que Voyager 2 va prendre et c'est le dernier souvenir que ce vaisseau spatial va conserver de ces planètes. Mais n'oublions pas Voyager 1, qui est sorti du plan de l'écliptique du système solaire. Même si elle ne peut plus croiser d'autres planètes, ses concepteurs vont lui confier une dernière mission. Étant au-dessus du système solaire et non dans le plan de l'écliptique, Voyager 1 a une vue d'ensemble des planètes que sa jumelle ne pourra jamais avoir. Carl Sagan et Caroline Porco se mettent à discuter d'une idée. Voyager allait se trouver là où aucun autre vaisseau spatial n'est allé auparavant, équipé d'instruments sophistiqués qui lui permettraient de se retourner et de prendre une photo de toutes les planètes du système solaire. Je me suis dit que ça nous donnerait une impressionnante collection d'images, une première. Le jour de la Saint-Valentin 1990, 13 ans après avoir quitté la Terre, on demande à Voyager 1 de tourner ses caméras vers les planètes. Émis à 6 milliards de kilomètres de la Terre, le signal déjà très faible de Voyager parvient aux antennes paraboliques de la Terre. Sa puissance n'est plus que d'un millionième de milliardième de watts.
Il est alors amplifié et acheminé à Pasadena, où on assemble l'image ici, dans la salle de contrôle. Un portrait de famille unique, le cliché ultime de notre système solaire, capté des confins de l'espace. Mais l'image qui a stimulé l'imaginaire de tous est celle de la Terre, dont la taille n'est que d'un dixième de pixel. On a maintenant le portrait des planètes. Ça semble plus gros qu'un petit point, mais en fait, ça mesure moins d'1 pixel. Et sur cette photo en couleur, on peut voir qu'il est légèrement bleuté. C'est là que nous vivons, sur un point bleu. Après cette dernière photo historique, et n'ayant plus rien à photographier, on éteint les caméras de Voyager 1 afin de réduire sa consommation d'énergie. Mais ce n'est pas la fin de la mission. Plus de 35 ans plus tard, alors qu'elle s'éloigne de nous à plus de 16 km par seconde, leur technologie de pointe des années 1970 tient le coup. Et le plus remarquable, c'est qu'elles continuent de nous envoyer des données sur l'espace où elles évoluent, à près de 18 milliards de kilomètres de la Terre. Même s'ils voyagent à la vitesse de la lumière, leurs messages mettent du temps à nous parvenir. La durée est maintenant d'une quinzaine d'heures de Voyager 1 à la Terre. Donc, si on envoie un signal, on revient le lendemain et on a alors une indication que le vaisseau spatial l'a capté et qu'il y a répondu. Il y a 5 appareils qui fonctionnent encore à bord du vaisseau spatial et les données nous indiquent que nous entrons dans l'espace interstellaire. On voit des choses qui nous indiquent qu'on a atteint cette frontière. À la fin de 2012, nos explorateurs planétaires ont franchi cette frontière de l'influence du Soleil. Ils voyagent au-delà des limites du vent solaire, plus loin dans la galaxie. C'est une première pour un objet de facture humaine. Un nouveau chapitre de l'exploration humaine commence. Nous avons assez d'énergie pour qu'elle dure encore 10 ans, jusqu'en 2025 peut-être. Mais au fil de ces années, on devra éteindre quelques éléments afin que les émetteurs aient assez de puissance pour envoyer leurs données jusqu'à la Terre. Le fait que la sonde Voyager fonctionne encore, qu'elle émette un signal et qu'elle soit sur le point de sortir du système solaire, c'est formidable. Elle n'a pas failli et on ne l'a pas abandonnée. Ça témoigne de ce que Voyager représente pour nous, le fait qu'on la garde en activité. C'est formidable pour un scientifique d'explorer, d'aller là où aucun autre vaisseau spatial n'est allé avant. Bien après l'épuisement de leurs sources d'énergie, les sondes Voyager vont continuer de s'éloigner de nous. Cette tonne et demie d'ingénierie des années 1970, ce monument à l'esprit d'entreprise et d'exploration des humains, file vers les étoiles. Je crois que la prochaine rencontre de l'étoile la plus rapprochée aura lieu dans quelques 40 000 ans. Les 2 disques d'or sont encore fixés au flanc de chacun de ces 2 vaisseaux spatiaux. Dans l'environnement indulgent du vide intersidéral, ils vont survivre aux pyramides. Ils vont probablement nous survivre et peut-être survivre à la Terre elle-même, la seule archive de notre existence. Hello from the children of planet Earth. Pourtant, malgré l'ambition, vu l'immensité de l'espace, il est presque inconcevable que ces 2 vaisseaux spatiaux minuscules soient interceptés par d'autres êtres. C'est un peu comme jeter une bouteille dans l'océan cosmique. Mais Carl Sagan savait très bien que ce qui compte, ce n'est pas ce que le disque plaqué or dit aux autres civilisations. Le plus important, c'est ce qu'il dit à la nôtre. On pourrait penser que c'est chimérique de lancer ce message dans une bouteille dans l'espace interstellaire.
et de s'attendre à ce que quelqu'un le trouve. Mais il y a deux genres de destinataires au message des sondes Voyager. Le premier, c'est l'auditoire extraterrestre. L'autre, c'est l'auditoire qui est ici, sur Terre. Pendant un instant, on a dû penser à ce qu'on voudrait que l'on sache à propos de notre culture. De quoi sommes-nous fiers? Cette archive devrait représenter l'espèce humaine dans toute sa diversité. Et en même temps, souligner combien pour nous, le fait d'être unis et solidaires est essentiel pour l'avenir de l'humanité. Après la pause, la tragédie de lac Mégantic, un aperçu. La semaine prochaine, à Découverte, la tragédie de lac Mégantic. Nous essaierons de comprendre précisément ce qui s'est passé. Nous analyserons les causes probables de la tragédie, quelles méthodes médico-légales ont été utilisées dans les recherches des victimes, et nous examinerons les conséquences environnementales de la catastrophe. Minuit 56. Le train se met en branle, sans personne à bord. Entraîné par la gravité, le convoi de 10 287 tonnes file droit vers le centre-ville de Lac-Mégantic. 12 kilomètres séparent Nantes et Lac-Mégantic. Le dénivelé entre les deux villes fait 100 mètres, une pente de 1,2 %. Pour un train, c'est l'une des pentes les plus raides au Canada. 1h14. Phare éteint, le train fantôme roule depuis 18 minutes. Il s'engouffre dans le centre-ville à quelques 100 km à l'heure. La vibration est telle que les locomotives se détachent et poursuivent leur route sur 800 mètres. 63 wagons-citernes déraillent, s'entrechoquent. La tragédie de Lac-Mégantic, dimanche prochain, à Découverte. Pour suivre l'actualité scientifique, je vous invite à écouter aussi Les Années-Lumière, tous les dimanches à midi, sur ICI Radio-Canada Première. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.